Il y a 30 ans, le réacteur 4 de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl explosait. Il s'agit du plus grave accident nucléaire de l'histoire à ce jour. La centrale se trouve en Ukraine, mais le nuage radioactif s'est propagé vers le nord et plus particulièrement vers la Biélorussie, un territoire aujourd'hui encore largement contaminé. Les conséquences sanitaires de cette catastrophe se font encore ressentir dans cette région, tout comme en Ukraine, en Russie et au-delà, mais elles restent largement incomprises. Les avis scientifiques divergent et les habitants des régions concernées ne savent pas quelles maladies sont réellement liées aux radiations, ni quel impact les doses de radioactivité ont sur la santé. Maintenant que la troisième génération a vu le jour, la question de la transmission génétique se pose. Ceux qui ont risqué leur vie pour limiter les effets de la catastrophe en 1986, les fameux liquidateurs, ont-ils contaminé leurs petits-enfants? C'est un reportage dans le sud de la Biélorussie de Gulliver Krag et Anne Maillet. 600 000 personnes ont participé à la décontamination de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire. Voici l'un des nombreux monuments érigés en leur honneur. Ivan Vitkovski faisait partie des liquidateurs, il travaillait dans la centrale. Nous l'avons rencontré pour la première fois il y a 5 ans. Il venait alors d'apprendre que les radiations avaient endommagé son système nerveux et cérébral. Aujourd'hui, il a perdu ses derniers cheveux et beaucoup de poids, mais son état s'est stabilisé. Depuis que je suis mon traitement, je me sens un peu mieux. Auparavant, je m'évanouissais d'un coup 3 ou 4 fois par an. Mais ces derniers temps, cela ne m'arrive plus qu'1 ou 2 fois. Ivan vit toujours à Naroulia, une zone dite d'évacuation volontaire, contaminée mais officiellement habitable. La zone interdite se trouve de l'autre côté de cette rivière, mais Ivan affirme que le courant y est suffisamment fort pour s'y baigner et pêcher sans danger. Ce qui l'inquiète en revanche, c'est d'avoir transmis à sa petite fille les radiations auxquelles il a été exposé en 1986. Ma petite fille souffre de symptômes similaires aux miens. Parfois sans aucune raison, ou peut-être à cause du stress, elle s'évanouit, comme ça. J'ai peur qu'elle ait hérité de mes problèmes de santé, car ces symptômes sont exactement les mêmes que les miens. Évidemment, on espère que ça va passer. Olesya a presque 5 ans. Les médecins pensent qu'elle souffre d'une forme d'épilepsie et l'ont placée sous observation. Ils ne se sont pas interrogés sur l'état de santé de son grand-père. En ce moment, elle se porte mieux, elle ne s'est pas évanouie depuis plusieurs semaines. Elle aime jouer dans ses bois derrière sa maison et d'elle-même nous raconte ceci. Il est avéré que les champignons contiennent toujours des doses particulièrement importantes de radiation, mais les traditions locales ont la vie dure. Natalia, la mère d'Olesya, nettoie et cuit soigneusement les champignons pour réduire le danger, mais elle en est convaincue, son sang est de toute façon irradié. Cela se transmet d'une génération à l'autre. Mon père est contaminé, je suis contaminée, et désormais mon enfant l'est aussi. C'est une sorte d'héritage. Olesya et sa famille vivent dans une zone contaminée. Il est donc difficile de dire si ces problèmes de santé sont génétiques ou pas. Mais au Centre public pour la médecine nucléaire de la capitale régionale Gomel, les chercheurs excluent cette hypothèse. Pour les enfants des liquidateurs ou de ceux qui ont été évacués des secteurs les plus touchés et qui ont grandi dans des zones propres, rien n'indique qu'ils aient hérité de maladies liées aux radiations. Et même parmi les descendants de liquidateurs qui vivent dans des zones contaminées, nous ne constatons aucun symptôme de dommages génétiques. Les médecins de ce centre affirment que la peur des radiations provoque des symptômes psychosomatiques. Le message est clair, la Biélorussie maîtrise le danger et les tests effectués décèlent rapidement les maladies. Tous ceux qui vivent dans des régions contaminées sont dépistés 1 fois par an. Voilà le résultat, 0,007 millisieverts. C'est le plus faible taux possible pour un patient de cette taille et de ce poids. La dose maximale fixée par la Biélorussie est d'1 millisievert par an. Au-delà, nous plaçons les gens sous observation. Oui, l'année dernière, nous avons testé 126 000 personnes et seuls 31 individus dépassaient cette limite. Et pourtant, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, la recherche a produit des résultats qui contestent l'optimisme biélorusse.
Le département d'Irina Ilienko réalise des analyses d'échantillons sanguins d'anciens liquidateurs et de leurs familles. Voilà, nous injectons l'extrait d'acide nucléique dans cette plaque. Les résultats sont sans équivoque selon elle. Nous avons commencé à publier les résultats de ces recherches qui montrent des dommages génétiques systématiques. La transmission d'un patrimoine génétique endommagé est hautement probable, indépendamment de l'endroit où vit le patient. Le risque d'hériter de différentes pathologies est manifeste. De retour à Gomel, nous rencontrons de jeunes Biélorusses dans un bar branché de la ville. Pour eux, il est évident que leur génération a hérité de maladies liées à la catastrophe. De toute façon, de manière générale, notre confiance en ces gens est très faible. Plus personne ne croit encore en la parole officielle. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants ici. Je connais des gens qui ont des enfants et qui font des allers-retours à l'hôpital en permanence. L'hôpital est devenu leur seconde maison. Et ce n'était pas comme ça avant. Il n'empêche, près d'1,5 million de personnes vivent toujours dans la région de Gomel, la plus touchée par les radiations en Biélorussie. Le taux de naissance y est même plus élevé que dans le reste du pays. Direction à présent la Russie, 1 an et demi après l'embargo qui prive le marché russe de nombreuses catégories de produits frais en provenance de l'Occident. Le gouvernement œuvre à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance du pays. La Russie produit déjà son blé, ses pommes de terre et sa viande de volaille et de porc, mais beaucoup reste à faire pour développer le secteur agricole. En période de crise, l'État compte aussi sur ses producteurs pour relancer l'économie. En Russie, le reportage de Elena Voloshin avec Thomas Lowy. Dans les rayons des magasins russes, à première vue, c'est l'abondance. Pourtant, depuis août 2014 et l'embargo décrété par Vladimir Poutine, ont disparu des étalages les produits laitiers, la viande, le poisson, les fruits et les légumes en provenance des États-Unis, d'Union européenne et d'autres pays. Katia est mère de 2 enfants. Aujourd'hui, pour elle, les courses, ce n'est plus un problème. Lorsque l'embargo a été adopté, la situation était très étrange. Les étagères des magasins étaient vides. Maintenant, il y a beaucoup de marques et j'ai vraiment le choix. Avec l'embargo, les producteurs russes peuvent investir un marché délivré de la concurrence des géants occidentaux. Le gouvernement, lui, a pour nouvelle doctrine phare la substitution aux importations. Entre 2015 et 2016, l'État russe a prévu de débourser 5 milliards de dollars pour produire local. Au sud-ouest de Moscou, dans la région de Kalouga, la machine est en marche. Surgit de terre l'an dernier, 20 hectares de serre où poussent tomates, concombres et salades. 80 hectares supplémentaires verront bientôt le jour. Un projet qui bénéficie d'avantages fiscaux, de subventions publiques et d'aide à l'infrastructure. Ici, la surprise, c'est que l'agronome en chef est hollandais, parce que ces serres ont été construites et sont exploitées grâce à des technologies venues, comme lui, des Pays-Bas. Le toit de cette serre a 6 mètres de haut. Il est entièrement automatisé. Il est doté d'un rideau énergétique de protection contre le froid. L'hiver, nous simulons le soleil pour continuer de produire. Si cette société, AgroInvest, utilise des technologies européennes, c'est parce que sur le marché russe, ces technologies n'existent pas encore. Pour la Russie, construire ses propres serres représente une étape supplémentaire à franchir dans le futur. Mais avant, il faut pouvoir produire de la nourriture pour ne plus dépendre des importations. La Russie, moins protectionniste qu'elle en a l'air pour les technologies, mais aussi pour les matières premières qui augmentent sa productivité. Dans cet élevage de truites, les technologies de maintenance des bassins sont israéliennes. Ces alevins, eux, sont arrivés des États-Unis. Nous n'achetons pas les œufs de poisson à des producteurs russes car nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de leur qualité.
Malheureusement, pour le moment, en Russie, il n'y a pas d'usine et d'équipement qui pourraient nous garantir la qualité de poisson que nous obtenons avec des œufs venus d'Europe ou des États-Unis. Depuis l'embargo, les importations de poissons ont chuté de moitié, une aubaine pour les producteurs. En plus des 510 tonnes de truites par an qu'elle produit déjà, cette société s'agrandit pour d'ici l'an prochain vendre 4000 tonnes annuelles de saumon atlantique. Ce n'est rien que de dire que l'embargo a boosté notre développement. Avant, nous devions trouver et convaincre des clients. Maintenant, ce sont les clients qui font la queue. Comme la plupart des producteurs agroalimentaires de notre pays, j'espère vraiment que l'embargo ne sera pas levé, au moins durant les 2-3 ans à venir, car nous devons nous consolider sur le marché. Cet industriel, lui aussi, a bénéficié d'aides au crédit allouées par l'État et distribuées par la région, mais les fonds n'arrivent pas toujours à destination. Lors d'une récente réunion chez le Premier ministre, le gouverneur de la région de Belgorod soulève le problème. Durant le premier trimestre, sur les 2,8 milliards de roubles promis à la région, nous n'avons reçu que 1,2 milliard de roubles. Le ministre de l'Agriculture monte au créneau. Pendant tout le mois de mars, on n'a pas arrêté de réclamer cet argent. Et on se faisait tout le temps envoyer balader. On nous répondait, on n'a pas les moyens, pas de liquidité. Le ministère des Finances se défend. Nous allouons tout l'argent que nous devons au ministère de l'Agriculture. Nous n'avons pas retenu un seul copec. Le programme de substitution aux importations manque-t-il de financement? Nous avons posé la question au ministère de l'Agriculture. C'est un problème de coordination entre les institutions, rien de plus. Cela a été soulevé au cabinet des ministres. Il y a eu des décisions et j'en suis sûr, dans les prochains jours, cela sera réglé. Bon, cela peut arriver partout. La crise économique, elle ouvre des opportunités. Donc, il n'y a pas de problème de financement? Non. Mais s'il y a bien un domaine où le budget fait défaut, c'est celui de la recherche scientifique. Cet institut public, fondé en 1944, voit ses dotations fondre un peu plus chaque année. Pourtant, lui aussi participe à l'effort global en élaborant les techniques pour fabriquer des produits qu'on ne trouve plus sur le marché russe, les fromages à moisissure et le parmesan. Les spécialistes de notre institut détiennent les connaissances qui permettent de contrôler les processus chimiques et microbiochimiques qui interviennent lors de la maturation des fromages. L'espoir aujourd'hui pour ces scientifiques, c'est que les industriels et fermiers de toute la Russie s'adressent à eux pour bénéficier d'une formation payante. La moisissure est déjà dedans? Oui, elle est dedans. Il faut l'incorporer avec les ferments? Oui, j'ai incorporé les ferments et la moisissure en même temps. Les Russes adorent le fromage et il n'y en a pas assez sur le marché. Alors les gens attendent beaucoup des producteurs locaux. Une niche s'est ouverte. Nous allons produire. Le gouvernement soutient cela. C'est pourquoi tout le monde se précipite pour se former. Si l'embargo profite pleinement à tous les acteurs du secteur agroalimentaire, la course à la compétitivité est lancée, car tout le monde sait qu'un jour, il sera levé. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.